Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité. Et comme à chaque rendez-vous, nous réservons notre rendez-vous à un dossier bien précis. Et aujourd'hui, c'est pour le dossier du Maroc. Le Maroc qui se tient, un peuple qui se tient en otage d'un roi prédateur. Les manifestations populaires au Maroc contre la normalisation avec l'entité sioniste se doublent sur le front social par des revendications socio-professionnelles qui font désormais écho à une situation économique et sociale difficile dans un climat politique sombre et morose et incertain pour le royaume marocain. Le peuple est bien écrasé par la monarchie qui l'empêche de se développer avec l'enlisement du Marzen dans la guerre contre le peuple sahraoui avec ce qu'elle entraîne comme dépenses militaires prélevées sur le quotidien du citoyen marocain. C'est en effet plus terrible pour la société marocaine prise en otage par le Marzen. Aussi, il est impossible dans ces conditions que le citoyen marocain puisse prétendre à se développer tant qu'il est exposé en continu à cette dictature royale. Et cela entraîne automatiquement la misère généralisée et le mécontentement populaire à l'égard de cette mal-vie et la dégradation du tissu social, prélude à une morte lente du citoyen marocain. Et pour discuter de ce dossier important après un an de cette normalisation, nous avons le plaisir d'avoir par Skype en direct de Paris l'expert en politique internationale, Monsieur Bedis Khnissa. Bien le bonjour, Monsieur Bedis. Bonjour et merci pour l'invitation. Monsieur Bedis Khnissa, après un an de cette normalisation entre la monarchie marocaine ou El Marzen et l'entité sioniste, quels sont les résultats au jour d'aujourd'hui? C'est le peuple marocain qui le paye. Effectivement. Écoutez, la diplomatie des connivences mène à toutes les impasses. Et je pense qu'aujourd'hui, et le Marzen et le régime monarque a démontré la véracité de ce concept. Effectivement, au bout d'un an, nous pouvons effectuer ou même procéder à un espèce de bilan. Nous avons assez de recul pour effectivement en tirer les conséquences. Et ce qu'on peut en dire aujourd'hui, compte tenu de cette montée ou cette escalade populaire, que j'ai appelé même une révolution, cette voix dissidente du peuple marocain frère vis-à-vis de cette normalisation que j'ai appelée aussi l'officialisation finalement des relations entre les deux pays, puisque nous savons pertinemment que au lendemain de l'indépendance algérienne, il y a eu cette tentative de main basse sur le territoire algérien à travers la guerre des Sables en 1963. Donc c'est vous dire en fait que le mal est profond. Aujourd'hui, effectivement, ces voix dissidentes qui ont muté peu à peu vers d'une résilience vers une résistance, elles sont là aussi pour faire valoir un peu la volonté du peuple marocain, qui n'est pas dupe finalement, qui avec assez de recul je dirais a eu cette prise de conscience vis-à-vis de cette normalisation entre parenthèses et qui au final n'a en tiré aucune dividende comme chose promise par le Marzen au début de cette normalisation. Effectivement, bien au contraire, aujourd'hui il y a une espèce de dichotomie entre les deux positions, en tout cas entre une monarchie, je dirais une monarchie des courtisans qui en fait veille au grain et veille au fait à l'intérêt de son clan versus un peuple marocain qui vit dans une misère profonde de jour en jour et qui plus est n'a vu aucune dividende de cette normalisation. Bien au contraire, aujourd'hui le Maroc, faut-il le rappeler, Simouloud, qu'il est en train de s'endetter à tour de bras dans toutes les institutions financières mondiales, notamment la BAD, la Banque africaine du développement, la Banque mondiale, le FMI. C'est dire qu'aujourd'hui il est dans une espèce de posture ou imposture, je dirais, dans laquelle le peuple marocain a vite constaté cette imposture ou cette escroquerie morale, notamment en matière de normalisation. Aussi, le peuple marocain aujourd'hui voit en cette normalisation, au bout d'un an, une espèce de danger ou de menace même, je dirais, un hold-up sur son identité, un hold-up sur sa culture. Le peuple marocain aujourd'hui voit en cette connivence une espèce de trahison contre le dogme en lui-même qui est la cause palestinienne, voit en cette trahison également une espèce de spoliation de la parole du peuple marocain, sachant que cette normalisation a été faite d'une manière unilatérale, sans même consulter
le peuple marocain, et aujourd'hui il le fait entendre par la voix des rues, combiné bien sûr avec une crise multidimensionnelle, comme vous le disiez si bien, cette crise économique, cette crise sociale également, cette crise sanitaire qui a poussé le pays à fermer ses frontières récemment, et d'ailleurs qui a finalement pas profité du tout de cette collaboration sanitaire avec l'entité sioniste qui, elle, aujourd'hui, est à la 4e dose en matière de schéma vaccinal. C'est vous dire que finalement l'entité sioniste voit au Maroc une espèce de chiffre dans une équation simple. C'est un cheval de Troie, un pion dans un projet ou un destin hégémonique, celui de la sionisation de la région et notamment du continent. Parfait. Monsieur Bedis Khnissa, donc quand on parle d'économie, si vraiment cette économie existe selon les spécificités d'une vraie économie, parce que quand on sache que la famille royale, via le holding royal qui a changé de nom, qui s'appelle El Medda au jour d'aujourd'hui, c'est une famille royale qui s'appart de tous les secteurs économiques par El Medda, qui est présente dans plusieurs secteurs, notamment la distribution, la banque, l'immobilier, les mines et les constructions, les télécoms, l'énergie et l'assurance. Au fait, c'est une famille royale. Selon Forbes, le roi lui-même a une fortune de près de 2,5 ou 6 milliards de dollars en liquide. C'est un roi qui s'accapare de tous les secteurs, qui fait des lois sur le niveau économique et d'investissement, qui laisse une mainmise sur toute l'économie marocaine. Absolument. Écoutez, j'irais plus loin. C'est un système de confiscation légalisé et organisé et caractérisé. Donc, si vous voulez, le roi, quelque part, fait la pluie et le beau temps dans cette économie qui, finalement, aujourd'hui, est en berne, contrairement à ce qu'on pense. Mais, paradoxalement, son holding que vous avez évoqué, El Medda, elle se porte bien. Il me semble qu'au dernier chiffre, en tout cas, les indicateurs, elle est rentière, elle est bénéficiaire, voire même il y a plus de 120 millions, je crois, il me semble, du peuple marocain qui aujourd'hui subit les affres justement d'un monarque qui voit très grand, en tout cas pour fructifier sa fortune, au détriment bien évidemment de la misère du peuple marocain, de la société marocaine, pour rester sur l'aspect économique. Aujourd'hui, il y a des sociétés, c'est vraiment paradoxal, quand vous voyez des sociétés de la holding qui sont subventionnées par le royaume marocain et qui finalement sont aussi subventionnés par les impôts du petit peuple marocain pour enrichir le grand monarque. Donc, mais cela, vous savez, c'est comme tout, hein, à travers les histoires, à travers les civilisations. La volonté du peuple, quand elle se réveille, effectivement, rien ne pourra l'arrêter. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des prémices d'une révolution à plusieurs agrégats, hein, à plusieurs facteurs. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a la normalisation qui est peut-être un peu le fil conducteur, mais surtout cette recherche de vie digne, dans un environnement qui s'enrichit davantage, et le peuple, paradoxalement, s'appauvrit de plus en plus. Monsieur Bedis Khnissa, il y a une propagande du lobbyisme. C'est écrit dans des papiers où la monarchie marocaine achète le silence de journalistes, achète le silence de grands tribus à coût de millions d'euros. Au fait, c'est un cache-misère à la réalité de l'économie, à la réalité de la situation sociale au Maroc. Au jour d'aujourd'hui, les chiffres qui sont donnés, la situation qui est vraiment en réalité est complètement erronée. Au fait, l'économie, quand on parle d'investissement, il y a plusieurs experts qui parlent que le Maroc vend ses terrains, le Maroc vend ses bâtiments, le Maroc vend directement les richesses. Ce n'est plus un investissement à intérêt national. Absolument. Pour peu que je dirais l'intérêt de la holding et donc du monarque est assuré, le reste importe peu, si vous voulez. Donc le monarque fait fi à toutes les attentes du peuple, et notamment économiquement parlant. Donc oui, nous l'avons vu récemment également, et c'est un autre sujet qui est sur le dossier du Sahara occidental, où on a essayé de signer un accord pétrochimique, en tout cas d'exploitation de gisements gaziers dans un territoire qui ne lui appartient pas officiellement, en tout cas selon le droit international. C'est vous dire qu'effectivement, ils sont dans une espèce de dynamique dans laquelle il faut fructifier, diversifier l'économie de la monarchie et non pas celle du petit peuple marocain. Parallèlement à cela, bien évidemment,
vous avez cette normalisation qui effectivement a une incidence directe ou indirecte, et notamment sur l'économie. Encore une fois, je me répète, aujourd'hui, sanitaire latente également, mais qui est effectivement qui a trait à un caractère plutôt mondialisé. Donc, si vous voulez, encore une fois, cette officialisation, j'avais évoqué cette notion de qui va marquer le début de la fin de la monarchie, le début de la fin d'un régime finalement vers un autre régime, peu importe lequel, républicain ou autre, mais en tout cas qui mettra le peuple marocain au centre de la gravité de la décision politique, mais surtout du débat politique. Et le peuple, je pense, marocain aujourd'hui le fait entendre à voix haute. Aujourd'hui, M. Bedis, le peuple marocain n'a été en aucun cas consulté ni pour cette normalisation, ni pour les ventes, achats et associations troublantes dans le secteur économique. Nous savons que le holding royal s'est accaparé ou a créé Al-Marjan de la distribution. C'est l'un des plus grands distributeurs en agroalimentaire et pour la grande distribution au Maroc. Il s'accapare de l'une des plus grandes banques marocaines, Raja Bank. Il s'accapare des entreprises téléphoniques, il s'exonère d'impôts et pour finir, il fait un cache-misère sur des documentaires qui n'ont aucun sens, achetés, faits sur mesure pour montrer une soi-disant croissance économique qui n'est pas vraiment la sienne quand on parle des plateformes logistiques ou des investissements, y compris d'infrastructures, ne sont pas marocains. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est en fait une machine à cash familiale qui a pour vocation de pérenniser les intérêts de la famille, les intérêts du clan. Comme j'expliquais, une monarchie de courtisans, forcément, on a besoin d'engraisser et de pérenniser ses intérêts pour permettre ou peut-être tolérer un règne ad vitam aeternam. Donc, effectivement, vous avez raison. Parallèlement, on a une économie titubante, comme j'expliquais tout à l'heure, les indicateurs sont là, effectivement, une croissance en berne, mais indépendamment de cela, on ne peut pas dissocier, si vous voulez, avec le dossier de la normalisation, je me répète encore, qui finalement, peut-être nous renvoie sur ces vraies motivations de cette normalisation qui sont tout sauf économiques, tout sauf, on va dire, commerciaux. Donc nous avons vu qu'il y a un accord sécuritaire. Donc aujourd'hui, la monarchie dépense à tour de bras dans des contrats de sécurité et d'armement avec l'entité sioniste. Donc les vraies motivations, elles sont là. Et la vraie motivation ou l'axe principal, je dirais, c'est reste l'Algérie comme cible principale. Donc, si vous voulez, l'émergence naturelle de l'Algérie au début. Donc, si vous voulez, nous l'avons constaté également par cette mutation de la stratégie du Merzen en lui-même, en nourrissant le terrorisme. Nous l'avons, avec regret, constaté cet été pendant les incendies de Kabylie, avec l'assassinat lâche de 3 de nos compatriotes dans le Sahara. Donc, vous voyez qu'il y a véritablement une stratégie du chaos organisé combinée à une tension permanente, mais surtout à une stratégie de confrontation pour effectivement déstabiliser la région et donc déstabiliser le bassin méditerranéen et de facto l'Europe. Donc, pour revenir au peuple marocain, Simouloud, je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de similarités quand vous, Marocains et le peuple sahraoui, de l'autre côté envers le peuple palestinien, la cause palestinienne, que dire, encore même l'humanité, puisque Jérusalem est le berceau de l'humanité. Donc vous voyez qu'il y a des cachés, des évidences. Monsieur Bedis, pour vraiment résumer des experts et à l'intérieur des voix, à l'intérieur du royaume, disent que ils ont peur au jour d'aujourd'hui, ils craignent que le Maroc, le système du Merzen ne contrôle plus sa décision politique ou bien même économique. Cette normalisation, beaucoup la prennent comme un genre de colonialisme nouveau de tout un système de gouvernance. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, dès les débuts, j'avais évoqué aussi cette notion en disant que le centre de gravité de la décision, qu'elle soit politique ou autre, s'est délocalisé de Rabat vers Tel Aviv. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons des indicateurs fiables, sans équivoque, qui démontrent effectivement que le Maroc n'est plus maître, si vous voulez, de son destin, n'est plus maître de sa décision politique. Et je pense que nous l'avons vu à maintes reprises à travers les actions hostiles ouvertes et claires envers l'Algérie, envers même la région, envers l'Union
l'Union africaine à travers cette tentative d'intégration de l'Union africaine par l'entité sioniste. Donc, si vous voulez, le Maroc est devenu un nervi pur et dur d'une entité sioniste qui, elle, sa seule préoccupation est d'asseoir un peu son hégémonie dans les pays surtout arabes, notamment, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a un dessin beaucoup plus grand, beaucoup plus globalisé, celui d'effectivement peut-être de déphaser, de désolidariser la jeunesse, les générations futures, la jeunesse arabe vis-à-vis de la cause palestinienne, vis-à-vis aussi de la violation de l'entité sioniste envers les droits humains, mais surtout de la dédiaboliser à terme en s'immisçant, en intégrant la culture, l'identité de ces pays, notamment le Maroc, on le voit récemment, et c'est ce qui peut, je pense, a fait réagir rapidement de la société civile, des associations, des syndicats, par l'émergence d'ailleurs d'une action qui s'en... Bedi Khnissa, beaucoup disent que, au fait, cette normalisation, ce bras ouvert, si on peut le dire, c'était à cause de beaucoup de problématiques de la monarchie marocaine. La monarchie marocaine souffre et avait peur d'une fin terrible, et pour cela, elle n'a demandé que l'aide de l'entité sioniste pour se maintenir au pouvoir. Le peuple marocain ne se laissera pas faire. Absolument, nous voyons les prémices, comme j'expliquais, des voix dissidentes qui s'élèvent ici et là, certes peut-être disparates encore, mais qui force est de constater aujourd'hui, sont en train de s'organiser. Et c'est un peu la hantise de la monarchie depuis des décennies, depuis tous les rois qui se sont succédés, à savoir ce sens pour, encore une fois, maintenir les intérêts de la monarchie des courtisans, mais surtout aussi de préserver cette normalisation dans laquelle j'imagine qu'il n'y aura pas de retour en arrière, car c'est irréversible. Le Maroc, à début de la fin du Merzen, quelque part, le Merzen, par cette normalisation, a signé un peu son arrêt de mort, accéléré par une volonté d'un peuple qui veut tout simplement vivre, qui veut garder ses principes, ses idéaux. Aujourd'hui, le Merzen, par sa trahison d'abord du voisin, de la cause palestinienne et donc d'un dogme religieux, quelque part entre parenthèses, par sa trahison de son propre peuple, de ses idéaux, de son honneur, de sa dignité, a signé son arrêt de mort encore une fois, et que l'heure est comptée pour un régime finalement qui va essayer de chercher tant bien que mal des alternatives, encore une fois en se réfugiant dans une entité sioniste, encore une fois qu'il le voit plus comme un pion dans une équation complexe que comme un allié vraiment considéré en tant que tel. Et c'est ce que nous souhaitons pour le peuple marocain, c'est retrouver toute sa souveraineté et son contrôle sur la décision politique ou économique ou sociale. Nous vous remercions, Monsieur Bedi Khnissa, l'expert en politique internationale, de tous ces éclaircissements. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous terminons le premier volet de ce débat de l'actualité. Nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous dans un autre sujet. Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour ou rebonjour dans ce deuxième volet du débat de l'actualité. Ce deuxième volet et qui parlera sur un dossier typiquement économique, sur la diplomatie économique, comment aller chercher des marchés à l'échelle internationale, car produire ne suffit pas pour exporter, mais il faudra bien aller chercher des marchés périn et durable à l'échelle internationale. Et pour discuter de ce dossier, et débattre de ce dossier, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Abdelrahman Hadef, l'expert économiste et consultant en business development. Bien le bonjour, Monsieur Hadef. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci, Monsieur Hadef. Ça fait 2 ans et par une volonté politique dévoilée par le président de la République, l'Algérie commence à prendre beaucoup de mesures sur le plan de la diplomatie économique. L'Algérie veut une transformation économique, partir de la rente pétrolière vers l'exportation d'autres produits hors hydrocarbures
d'hydrocarbures, pardon, nous savons bien que la production ne suffit pas, il faut aller chercher ces marchés. Donc, pour commencer, c'est quoi cette fameuse diplomatie économique? Merci. Déjà, il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec toute cette mondialisation et tout ce nouveau ordre mondial qui régit l'économie, tous les pays veulent se positionner sur l'échiquier mondial, surtout en termes d'échanges commerciaux. Et là intervient le rôle de cette diplomatie économique parce que le monde est devenu une ville et chacun veut prendre sa place et sa part de marché. Et donc, dans ce cadre-là, la diplomatie économique, elle aura un double objectif. Le premier, déjà, c'est communiquer sur l'image du pays. Donc, essayer de donner la meilleure image du pays, essayer de rendre le pays le plus attractif possible pour les investisseurs étrangers et surtout pour les bailleurs de fonds. Et un deuxième objectif, c'est surtout pour permettre aux exportateurs algériens, aux opérateurs économiques algériens d'accéder à des marchés sur lesquels ils peuvent placer leur production avec une meilleure connaissance, avec plus de sécurité et surtout avec un positionnement durable sur le long terme, mais pas seulement un positionnement ponctuel. Donc, beaucoup d'experts, Monsieur Hedef, disent qu'il faut que nos ambassades de par le monde font le commercial pour les produits algériens, font des rapports mensuels pour les envoyer ici en Algérie afin d'éclaircir le climat des affaires dans les pays accrédités. Bien évidemment, aujourd'hui, je pense qu'il est très important que nos représentations diplomatiques, et je pense que c'est déjà enclenché, ça fait un certain moment, où ils doivent maintenant maîtriser tout ce qui se fait en termes déjà d'intelligence économique, donc du BI, du Business Intelligence, avec tous les outils que ce domaine offre pour les market analysis et d'autres outils d'études de marché, et par la suite mettre à la disposition de l'économie algérienne un tableau de bord, une cartographie bien détaillée des opportunités, des études de marché ciblées par filière, et aussi permettre à nos opérateurs économiques d'aller vers des marchés où ils peuvent être vraiment compétitifs. Je pense aujourd'hui la diplomatie économique en Algérie prend de l'ampleur depuis un certain temps. Je pense que moi j'ai été acteur dans cette dynamique au milieu des années 2014-2015 où j'étais président d'une chambre de commerce, et là on avait un grand travail qu'on faisait avec nos représentations diplomatiques sur tout ce qui est diplomatie économique. Donc aujourd'hui la dimension de la diplomatie économique prend de l'ampleur depuis une année et demie avec la création au niveau du ministère des Affaires étrangères d'un bureau dédié à la diplomatie économique, et par la suite Monsieur le Président de la République a désigné un représentant personnel chargé de la diplomatie économique en la personne de M. Abdelkarim Harshawi. Tout cela, je pense qu'il concourt dans cette nouvelle vision de diversification de notre économie et de rentrée en devise de l'économie algérienne hors hydrocarbures. Maintenant, cette diplomatie économique doit être jumelée à une vraie vision de commerce extérieur, parce que il faut qu'il y ait un débat aujourd'hui sur les deux activités, parce qu'elles sont complémentaires et aussi elles sont très reliées. Il y a certains pays
où on retrouve le commerce extérieur sous la coupe du ministère des Affaires étrangères, parce qu'il y a ce lien avec la diplomatie économique qui est très fort. Aussi, aujourd'hui, on est appelé à revoir l'organisation des agences d'appui au commerce extérieur pour qu'elles soient en cohérence avec les activités de la diplomatie économique. Et sur ce point-là, permettez-moi de citer l'agence de promotion des exportations Algex et aussi le rôle de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, qui doivent aussi être en cohérence avec toute cette nouvelle vision. J'ai eu le plaisir de présider un conseil d'affaires algéro-malaisien et j'ai vu à travers cette expérience l'ampleur que prend Matrade, qui est une agence du commerce international en Malaisie, qui a un vrai poids, un lobbying important à travers le monde. Et là, je citerai aussi ce qui se fait pour d'autres pays, comme le Japon avec GK, comme le Taïwan avec Tetra, comme l'Italie avec l'Institut italien du commerce qui est implanté en Algérie. Tout cela donc donne un peu la nouvelle organisation de la diplomatie économique et surtout son lien avec le commerce extérieur. Monsieur Hadef, la diplomatie économique, en fait, est l'incarnation des dimensions économiques et commerciales de la diplomatie traditionnelle. Donc, pour finir, elle doit exploiter les réseaux des différentes relations et de communication, ainsi que les cadres de coopération établis au fil des années entre les pays. Au jour d'aujourd'hui, nos représentations diplomatiques ont la tâche d'aller chercher des marchés ou bien d'aller exposer nos produits. Donc, pour cela, il doit y avoir une certaine coopération interne et externe avec les représentations pour savoir les points forts ici à l'intérieur pour les exposer à l'extérieur. Et d'ailleurs, sur ce point-là, c'est cette nouvelle dynamique qui a été enclenchée depuis le début de l'année, avec la désignation d'un groupe de chargés de diplomatie économique au niveau du ministère des Affaires étrangères, qui ont sillonné un peu toutes les régions du pays, qui ont eu des rencontres avec les opérateurs économiques, déjà pour un peu échanger sur la nouvelle vision et surtout pour connaître les potentialités du pays et pouvoir les vendre à l'international. Aussi, au niveau international, il y a, vous avez bien cité, l'importance du lobbying qui doit aussi maintenant être privilégié. Je citerai à titre d'exemple, par exemple, aujourd'hui, nous avons une nouvelle tendance à exporter nos produits agroalimentaires et agricoles, mais il faut reconnaître aujourd'hui que cette activité d'exportation est dépendante de notre maîtrise et de notre relation avec les grandes centrales d'achat à travers le monde, parce que l'exportation des produits alimentaires ne se fait plus comme auparavant d'un exportateur vers un client, mais c'est surtout à travers les grandes centrales d'achat qui mettent en place toute une organisation et tout un planning d'exportation. Donc, dans ces mesures du ministère des Affaires étrangères, il cite aussi l'accompagnement des exportateurs pour rendre cette opération et cet acte d'exportation moins risqué et beaucoup plus facile. Sur ce point-là, permettez-moi de dire qu'aujourd'hui aussi, nos opérateurs économiques, nos entreprises doivent avoir ce mindset d'exportateur parce que c'est toute une organisation qui se met en place dans ce cadre-là. Et l'exportation aujourd'hui, l'acte d'exporter est devenu
un métier en lui-même. Donc, il faut avoir les compétences nécessaires et aussi avoir cet appui du ministère des Affaires étrangères qui va permettre un peu à nos opérateurs économiques déjà d'être présents sur le marché international. Et là, je serai un exemple que j'avais déjà eu le plaisir à y participer, ce qu'on appelait les roadshows, donc ce qu'on appelait au niveau de la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie, le Global Business Discovery, où on travaillait avec le ministère des Affaires étrangères en prenant des délégations d'hommes d'affaires et d'opérateurs économiques à visiter des régions du monde. Et là, ils auront une meilleure connaissance, ils auront des contacts et un networking très intéressant pour qu'ils puissent un peu se projeter sur leur vision d'exportation. Et dans le même sens, Monsieur Hadef, beaucoup disent qu'il faudra s'échanger en faisant des foires ou des rencontres B2B qui doivent être organisées avec le bon sens des relations diplomatiques entre les différents pays. Surtout que l'Algérie, au jour d'aujourd'hui, vise le marché africain qui est prometteur dans tous les domaines. Ne voyez-vous pas qu'il faudra accélérer l'offensive commerciale et économique vers l'Afrique? Tout à fait. Il y a un rapport qui vient de sortir du CNUSED sur les exportations dans le monde, où on retrouve l'Afrique à la dernière place avec seulement 2% des exportations mondiales. Donc vous voyez un peu tout le potentiel qu'il y a à s'orienter vers ce marché. Mais laissez-moi dire que pour aller vers une vision pérenne et durable, il faut qu'il y ait des préalables. Et là, le rôle des agences dont j'ai cité la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie et Algex est très important. Déjà dans l'activation de ce qu'on appelle les conseils d'affaires entre les pays membres ou avec les pays étrangers. Donc, ces conseils d'affaires sont des mécanismes importants qui nous permettent déjà de mettre en contact à travers des rencontres peut-être B2B ou à travers des forums d'affaires, mettre en contact les communautés d'affaires des deux pays et aussi travailler sur l'organisation de manifestations économiques comme les foires et les salons pour pouvoir développer et surtout promouvoir les produits algériens qui sont susceptibles d'être exportables. Quand je dis exportables, parce que il y a la partie export et il y a la partie habilité. L'export, c'est la phase apparente de l'iceberg, mais l'habilité à exporter, c'est la phase cachée de l'iceberg. Et là, il faut travailler beaucoup sur notre habilité à exporter. Et je pense qu'à travers une nouvelle organisation qui doit se mettre en place, et je suis vraiment confiant dans ce sens-là, nous aurons dans les années à venir une réelle diplomatie économique avec un commerce extérieur très performant. Donc, Monsieur Hadef, ne voyez-vous pas qu'il faudrait créer aussi, au-delà des agences qui sont classiques, Algex ou la Chambre de commerce, qu'il faudra encore booster les choses et créer de nouveaux mécanismes plus dynamiques sur cette échelle? Quand je l'ai dit, revoir cette organisation, c'est de voir comment justement avoir ces nouveaux mécanismes qui s'adaptent au contexte actuel. Ou bien prendre comme exemple des exemples qui ont réussi de par le monde. Je citerai à titre d'exemple l'Institut italien du commerce qui est implanté en Algérie, qui a un grand rôle dans la diplomatie économique. Pourquoi ne pas penser à ce que ces agences-là, Algex et ses représentations à l'étranger, s'implantent en Afrique, oui. Voilà, en Afrique par exemple, pour qu'elle ait une présence permanente
pour qu'elle prenne en charge nos opérateurs lorsqu'ils se déplacent dans ces pays-là. Donc c'est une nouvelle organisation qu'il faut penser aujourd'hui et c'est pour cela que je dis qu'il faut avoir un travail de collaboration et de concert entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Commerce qui est chargé aujourd'hui de la promotion des exportations et surtout en général du commerce extérieur. Monsieur Hadef, ne pourrions pas, autant qu'Algériens, qu'investisseurs, ou dans le cadre de cette diplomatie, utiliser utiliser notre diaspora qui est à l'étranger, notamment en Europe ou en Amérique du Nord, afin de renforcer cette diplomatie économique, s'organiser à l'étranger avec des Algériens qui vivent là-bas, qui ont des affaires là-bas, qui sont des investisseurs là-bas. Tout à fait. C'est important comme point parce que nous avons beaucoup d'opérateurs économiques qui sont installés à l'étranger, qui ne souhaitent plus cela. Donc aujourd'hui, il y a ces agences, il y a aussi les organisations patronales qui doivent avoir aussi leur représentation à l'international. Et je pense que les opérateurs économiques qui sont installés à l'international peuvent faire cette passerelle entre les deux parties. Aujourd'hui aussi, il y a le rôle de cette diaspora dans le lobbying. Moi, je connais des gens qui sont très haut placés dans des centrales d'achat. La plus grande au monde est gérée par une personne qui est d'origine algérienne. Pourquoi ne pas profiter de tous ces avantages-là et les mettre au profit de notre économie et de notre diplomatie économique? Oui, comme le font beaucoup d'autres pays de par le monde, se connecter à sa diaspora, se connecter et faire, oui, pourquoi pas, du business lobbying. Exactement. Et il y a un deuxième point, à mon sens, qui est très important dans notre vision d'aller vers l'Afrique. Et c'est surtout cette élite africaine qui a été formée en Algérie et qui est repartie dans leur pays et aujourd'hui occupe les hautes responsabilités dans les pays africains. On retrouve même des ministres, on retrouve des premiers ministres, on retrouve des directeurs généraux. Aussi, il faut garder cette relation avec cette élite qui est formée en Algérie, qui a une certaine relation et affinité avec notre pays et s'appuyer sur elle dans un lobbying transparent, dans un lobbying formel pour appuyer nos entreprises à accéder à ces marchés. Parfait. Monsieur Hadef, pour finir, comment voyez-vous les perspectives de cette diplomatie économique à court terme? Je pense que les perspectives sont bonnes du moment qu'il y a une très bonne volonté aujourd'hui politique et surtout il y a un engouement de nos opérateurs économiques d'aller à l'international. Donc tout cela augure de bonnes perspectives. Voilà, donc je voulais terminer par un point très important à mon sens, c'est que cet élan, cette dynamique qui est enclenchée pour la diplomatie économique doit avoir plus d'opérationnalité et qu'elle soit sur le terrain et ne pas rester seulement dans les forums, dans les rencontres. Et il faut qu'il y ait de la compétence. Nous avons des jeunes qui peuvent être versés dans ce domaine. Il faut leur donner la chance, il faut les laisser travailler parce qu'ils sont animés de bonne volonté et ils disposent des skills, donc des qualifications qui peuvent booster notre diplomatie économique. Parfait. Nous souhaitons bien que tout cela soit concrétisé sur le terrain. Nous vous remercions, Monsieur Abdelrahman Hadef, notre expert économiste consultant en business développement, pour tous ces éclaircissements. Merci beaucoup. Merci. Comme nous remercions aussi nos chers téléspectateurs pour leur bonne attention et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans le débat de l'actualité sur un autre dossier. Bien au revoir et bonne journée à tous.